Québécois, Québécoises, malgré une augmentation du salaire moyen de 37% durant les 10 dernières années, nous subissons une perte du pouvoir d'achat de 8%. C'est-à-dire que la qualité de vie que nous pouvions nous offrir en travaillant 40 heures par semaine en 2002, si nous avons eu une augmentation de 37% du salaire, nous avons perdu notre pouvoir d'achat. Nous devons maintenant travailler 43,2 heures pour nous offrir la même qualité de vie, et ce, malgré l'augmentation du salaire moyen. Si la tendance se maintient, en 2022, ce sera 46,7 heures. En 2032, ce sera 50,4 heures. En 2042, pour nos enfants, ce sera 54,4 heures. Vous vous demandez probablement sur quoi je me base pour avancer ces chiffres-là. Alors, je fais justement la vidéo pour présenter la recherche que j'ai faite. Cette recherche-là, toutes les données sont basées sur les sites gouvernementaux. Ce pas des petits articles de journaux, puis l'opinion d'un tel et un tel. C'est les chiffres que les politiciens utilisent pour baser leurs décisions. Alors, je vous fais ma présentation. Il est aussi dans l'intérêt d'un tyran de garder son peuple pauvre pour qu'il soit si occupé à ses tâches quotidiennes qu'il n'ait même pas le temps pour la rébellion. Aristote. Le citoyen moyen est tellement occupé à travailler pour gagner l'argent nécessaire à élever ses enfants qu'il n'a plus le temps de se préoccuper du monde dans lequel ses enfants devront vivre. Louis Frigon. L'IPC, ou l'indice des prix à la consommation, c'est la mesure de l'inflation. Pour calculer ça, par exemple, c'est comme si à toutes les années, je faisais mon épicerie, puis je mettais tous les mêmes produits à chaque année, et je calculais l'augmentation du prix des produits moyens. Pour résumer, l'IPC, c'est environ ça. Alors, l'IPC, elle atteint le niveau de 100, parce que c'est pas une chose calculable, c'est un indice. Ça n'a pas de mesure comme un mètre ou un litre. Fait que l'IPC a atteint 100 en 2002, c'est devenu la référence de tous les chiffres. Alors, l'IPC en 2002 était de 100, aujourd'hui elle est de 121,1, donc il y a une augmentation de l'inflation de 21%. Mais si l'inflation augmente, tout seul, on ne peut rien conclure. C'est l'augmentation du salaire aussi. Parce que si ton salaire augmente plus que l'IPC, que l'inflation, ça veut dire que tu as un gain du pouvoir d'achat. Puis, à premier regard, c'est ça qu'on constate. On a une augmentation du salaire moyen de 37%. Alors, par logique, en faisant un petit calcul, on arrive à un gain du pouvoir d'achat de 15,9%. Mais comme tout le monde dit, puis moi aussi j'ai le sentiment, on a une perte du pouvoir d'achat. Alors, je me suis posé une question. Je me suis demandé qu'est-ce qui peut influencer la perte du pouvoir d'achat. Logiquement, la première réponse qui m'est arrivée, c'est l'endettement. Étant donné que les gens sont de plus en plus endettés, on paye de plus en plus d'intérêts, donc il nous reste de moins en moins d'argent pour acheter des produits. En cherchant sur l'endettement, je suis arrivé sur l'endettement moyen. C'est l'endettement moyen de la population. Et cet endettement moyen de la population a augmenté de 22,3%. Mais surtout, en tombant sur l'endettement moyen, j'ai appris un nouveau principe très intéressant. C'est ce qu'ils appellent le revenu disponible. L'endettement moyen est calculé sur le revenu disponible. Puis ça, la différence entre le revenu et le revenu disponible. Le revenu disponible, c'est ce qu'on a une fois qu'on a payé nos cotisations sociales puis nos impôts. Et ce revenu disponible-là, lui, il a augmenté de seulement 13%. Alors, si l'inflation a augmenté de 21%, le revenu disponible a augmenté de 13%, on arrive à une diminution du pouvoir d'achat de 8%. Mais c'est aussi important de calculer l'impact des intérêts sur le pouvoir d'achat. Parce que comme j'ai précédemment mentionné, plus quelqu'un est endetté, plus il paye d'intérêts, plus il paye d'intérêts, moins il lui reste d'argent pour acheter. Alors, quand on calcule le revenu disponible moyen en soustrayant les intérêts, je vous évite le calcul, ça c'est tout dans le texte que vous pouvez consulter à la fin. Le revenu disponible restant, après les paiements d'intérêts, son augmentation est de 9,6%. Alors, on arrive à une perte du pouvoir d'achat d'à peu près 11,5% pour la moyenne des gens qui sont endettés. À ce point-là, une question s'impose. Comment ça se fait que le salaire moyen a augmenté de 37% et que le salaire disponible, lui, le revenu disponible a juste augmenté de 13%? Étant donné que la différence entre les deux, c'est l'imposition, j'ai recherché à propos d'un taux d'imposition moyen, mais c'est pas trouvable parce que tout le monde paie et reçoit de l'argent du gouvernement en situation cas par cas. Alors, il n'y a pas de moyenne de possible. Mais juste par la logique, je me suis posé de combien le budget du gouvernement a augmenté, puis de combien la population a augmenté. Parce qu'à quelque part, le budget du gouvernement, c'est tous les citoyens qui payent ça.
Alors, si on est il y a une plus grosse augmentation de la population que du budget du gouvernement, on devrait avoir moins d'imposition. Puis à l'opposé, s'il y a une plus grosse augmentation du budget du gouvernement, puis il y a une plus petite augmentation de la population, ben, on devrait payer plus d'impôts. Alors, l'augmentation du budget a été de 62,5% en 10 ans. Et durant les 10 dernières années, la population québécoise, elle, a augmenté de seulement 9%. Alors, on est 9% plus nombreux pour payer une augmentation de 62%. Ça, c'est ce que je pourrais appeler la partie comique de ma présentation. Je me suis posé une autre question. Avec les années, on a des meilleures technologies, on a des meilleurs procédés, les formations des employés sont plus efficaces. Alors, à quelque part, il y a un gain de productivité. Fait que je me suis demandé à quel point on est plus productif. Et effectivement, j'ai trouvé une échelle qui, elle aussi, en 2002, elle était à 100. Et aujourd'hui, en 2012, elle est de 107,6. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de la productivité de 7,6%. Là, je me suis demandé comment m'imaginer ou expliquer cette situation-là. Parce que là, on est dans une situation tellement, on pourrait dire, ironique et sarcastique. On produit plus, puis on peut moins s'acheter. Alors, j'ai pensé à un exemple. En 2002, quelqu'un qui travaillait pendant 40 heures semaine pour fabriquer des chaises, il était capable de produire 100 chaises. Puis le salaire qu'il obtenait, ça lui permettait d'acheter 100 chaises. En 2012, le même travailleur, il travaille encore 40 heures par semaine. Il produit 107,6 chaises. Il est capable de s'acheter seulement 92 chaises. Je ne sais pas si vous réalisez l'augmentation de la différence entre la productivité et la perte du pouvoir d'achat. C'est une double perte, comme on pourrait dire. Alors, les gens produisent plus et gagnent moins. Il y a une chose qui n'est pas comptabilisée dans l'indice des prix à la consommation et c'est les maisons. Mais il y a d'autres indices pour calculer l'augmentation des prix moyens des maisons. Selon la référence gouvernementale que j'ai trouvée, l'augmentation la plus élevée des prix des maisons a été à Montréal. C'était une augmentation de 76%. Et le plus bas, c'est à Trois-Rivières, c'est une augmentation de 51%. Alors là, il faut se poser deux questions. La première, c'est pourquoi les maisons augmentent tant que ça, beaucoup plus que l'indice des prix à la consommation. C'est du double au triple, cette augmentation-là, comparée à l'indice des prix à la consommation. Et l'autre manière, c'est le comment. La réponse au pourquoi est un peu plus complexe. C'est à cause de la spéculation à crédit. Et c'est surtout à cause du principe économique qui s'appelle le principe de la réserve fractionnaire. Ça, pour traduire ça bien simple, c'est que les banques prêtent de l'argent qu'ils n'ont pas. Puis, à cause que les banques prêtent de l'argent, les gens, quand le taux d'intérêt est bas, ils empruntent plus. Donc, ils peuvent plus s'acheter une maison et ça fait augmenter la masse monétaire et ça fait augmenter le prix des maisons. Par exemple, il y a un vendeur de maison. Lui veut vendre une maison à 100 000 $. Il y a une première personne qui arrive, elle a 100 000 $ cash. Elle l'a dans ses poches, c'est des vrais billets. Fait qu'elle offre 100 000 $ cash. Le vendeur est intéressé, mais en même temps, il y a une autre personne qui arrive. Cette personne-là, elle a 0 cent dans ses poches. Puis elle offre 125 000 $. Là, le vendeur, il fait hey, ouais, 125 000, 25 000 de plus dans mes poches, je suis intéressé. Fait que là, l'acheteur, lui, qui n'a pas d'argent, il s'en va voir la banque, il emprunte 125 000 $ et il achète la maison. Mais la banque aussi, elle n'avait pas le 125 000 $. Cet argent-là a été créé, c'est de l'argent tout neuf. Et en ce moment, si on fait le total de tout l'argent au Canada, on arrive à 1 $ réel pour 7 $ qui ont été créés par ce principe-là. C'est 7 $ de plus qu'il y a de la dette, c'est de l'argent dette. Je veux juste faire une petite parenthèse sur ce principe-là de réserve fractionnaire. S'il y a 7 $ crédit pour 1 $ réel, ça veut dire que l'inflation serait 7 fois moins élevée. Parce que l'inflation est causée par la masse monétaire. Tout le monde sait que si le gouvernement, demain matin, il imprime de l'argent sans arrêt, ça va créer une grosse inflation. Mais en ce moment, c'est le même principe qui arrive, sauf au lieu que ce soit le gouvernement qui imprime de l'argent pour offrir des services sociaux, c'est les banques privées, par ce principe économique-là de réserve fractionnaire, qui impriment de l'argent crédit, puis ça crée le même résultat, ça crée de l'inflation. Dernière petite parenthèse, au lieu que le gouvernement crée de l'argent, puis que ça crée de l'inflation, c'est tellement absurde, la grosse gamique économique, que le gouvernement emprunte de l'argent aux banques privées, qui, elles, créent de l'argent et créent de l'inflation.
Après ça, les politiciens disent qu'il n'y a pas d'argent. C'est faux. L'argent, là, ils l'ont donné au privé. Le système monétaire est privatisé. C'est niaiseux de monde. Le pourquoi répondait aussi un peu au comment, mais il faut se mettre en situation. Étant donné que les gens ont de moins en moins de pouvoir d'achat, ils doivent de plus en plus emprunter. Puis, à quelque part, c'est normal. Connaissez-vous beaucoup de personnes qui peuvent acheter une maison cash? Non, faut emprunter pour acheter une maison. Et aussi, en même temps, il faut regarder l'autre côté de la médaille. Moins les gens vont avoir de pouvoir d'achat, plus les gens doivent emprunter pour acheter une maison et faire un emprunt sur une longue période de temps, pour pas que les paiements mensuels soient trop élevés. Mais en même temps, plus on emprunte sur une longue période de temps, plus on paye cher d'intérêt. Et par exemple, le petit tableau, c'est intéressant de remarquer que si on prend un prêt hypothécaire sur 30 ans, on paye 113% du montant emprunté. Ça veut dire que le vendeur de la maison fait moins d'argent que la banque. Un autre fait très absurde. Puis plus les gens vont perdre du pouvoir d'achat, plus les prêts hypothécaires vont être sur une longue période, plus les banques vont faire de l'argent. Bon, en terminant, je pense pas que j'ai appris grand-chose à beaucoup de personnes. J'ai amené les chiffres, j'ai amené les preuves, mais la conclusion, tout le monde la sait, que je la formule en bon québécois, on se fait fourrer. Tout le monde sait qu'on se fait fourrer. Mais en même temps, tout le monde essaye de pas trop se faire fourrer. Puis ça, c'est la division. Il y a un beau dicton qui dit diviser pour mieux régner. C'est exactement ce que les dirigeants font. Puis quand je parle des dirigeants, je parle pas des politiciens. Je parle des vrais riches en arrière qui tirent les ficelles. On regarde le lobby aller. J'en reviens pas. C'est légal et c'est même pas caché. Comment la démocratie peut exister avec le lobby? C'est impossible. Quand on prend un peu le temps d'y penser, c'est impossible, c'est incroyable. En ce moment, ils sont en train de vendre le Nord, ils ont vendu Anticosti, ils coupent dans les services sociaux pour rembourser la dette. C'est totalement absurde. Fait que là, en ce moment, la situation québécoise, ils ont réussi à nous diviser. Il y en a qui se battent pour la gratuité scolaire, il y en a qui se battent pour Idle No More, il y en a qui se battent contre le plan Nord, il y en a qui se battent pour avoir plus de pensions, un meilleur système de santé. Mais c'est tous des problèmes secondaires. Le gros problème, c'est le système économique, c'est là qu'elle est l'argent. Puis tant qu'on va se battre entre nous, au lieu de s'attaquer au système économique puis à la démocratie, parce que la démocratie en ce moment, là, il n'y a aucune démocratie là-dedans. C'est de l'oligarchie, même. Alors, tant qu'on va se battre entre nous, c'est sûr qu'on va tous perdre ou qu'on va tous gagner un petit peu. Juste assez pour fermer notre gueule. C'est comme ce qui est arrivé avec le PQ puis la grève étudiante. Le PQ a pris le parti des étudiants, puis maintenant qu'il est élu, il s'en fout. Mais c'est normal, c'est comme ça. C'est des marionnettes. Moi, excusez-moi, je ne crois plus aux politiciens. Il y en a certains que je trouve intéressants, mais les croire totalement, j'ai bien de la misère. Surtout quand je sais qu'ils ont vendu le système économique. C'est une vraie joke. Admettons qu'on regarde l'histoire, je ne vais pas donner un cours d'histoire des banques, même si ça serait un cours qui devrait être enseigné à l'école, tout comme la politique. Mais moins la population est informée, puis plus elle est facile à contrôler. C'est comme des marais qui contrôlent le média. C'est une vraie joke. Comment ça se fait? Une chance qu'il y a Internet, puis il y a les citoyens, puis toute l'information alternative qui commence. J'espère que ça va créer un mouvement populaire, que les gens vont s'intéresser et s'informer. Mais je pense pas qu'une personne intéressée et informée peut accepter le fonctionnement actuel du système de notre société, des systèmes. C'est de l'exploitation. Avant, tu avais des esclaves avec des chaînes. Maintenant, avec la perte du pouvoir d'achat, la majorité des gens qui ne comprennent pas ça, on a un esclavage d'ignorance ou un esclavage monétaire que certains appellent. Personnellement, j'appellerais plus ça un esclavage d'ignorance parce qu'une personne qui comprend ce système-là ne peut pas l'accepter, à moins qu'elle en profite et que ça ne lui dérange pas d'exploiter comme des enfants tiers-monde. C'est niaiseux, c'est la mondialisation, c'est le système économique, c'est l'inévitable d'un système comme ça. Alors, j'appelle à l'union, qu'on arrête de se battre tous dans notre petit coin pour chacun nos petits avantages personnels, qu'on se batte tous contre le système économique et démocratique. Puis, en faisant ce changement-là, on va tous en gagner et justement, on va gagner notre petite bataille personnelle. Alors, j'espère que cette vidéo vous a apporté des belles réflexions et surtout des belles discussions. Je m'appelle Raphaël Nadeau et vous pouvez me rejoindre sur Facebook à Nadeau en politique.